Chers téléspectateurs, bel bonsoir. Nous sommes mardi, il est 20h30. Bienvenue dans notre émission, notre rendez-vous hebdomadaire du mardi. Nous sommes entre nous et je vous souhaite la bienvenue. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait nous plaisir tout bonnement. Ce soir, nous allons plonger au cœur d'une question fondamentale qui suscite débat et réflexion depuis des décennies. La Guadeloupe est-elle une société sous-française? Cette intégration ne se limite pas à une simple réflexion identitaire, mais englobe toute une série de problématiques sociétales, économiques, politiques, environnementales qui touchent les régions ultramarines. En effet, la Guadeloupe, en dépit de son statut de département français, se trouve désormais au croisement de nombreuses réalités que nous vivons sur le territoire, entre héritage colonial, spécificités culturelles et enjeux contemporains. Ce soir, dans le cadre de cette émission, nous allons explorer différentes facettes, parfois complexes, en abordant ce sujet brûlant, tels que le non-lieu de la chlordécone, les défis liés à l'approvisionnement en eau en Guadeloupe, la vie chère, l'indivision ou encore les enjeux autour de la précarité chez les jeunes. Afin d'éclairer ce débat ce soir, d'apporter des perspectives nouvelles et surtout variées, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée d'exception, une jeune Guadeloupéenne, une observatrice déjà aguerrie malgré son jeune âge, du monde de la politique dans les questions d'indépendance, d'évolution statutaire, d'identité guadeloupéenne. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle partage ses avis, ses analyses sur les réseaux sociaux. Et ce soir, elle nous fait le plaisir d'être avec nous pour parler, je l'ai dit, de ce sujet brûlant, sans tabou, sans langue de bois et surtout à tchè ouvert, comme toujours. Je vous rappelle que cette édition est en direct, télé et également Facebook. Vous êtes conviés à participer à ce débat, chaque tête, chaque esprit, on le rappelle à chaque fois. Donc, toutes les opinions, tous les avis sont les bienvenus. À mes côtés ce soir, pour égayer les débats, mes deux chroniqueurs que vous connaissez déjà, la blablateuse qui est avec nous ce soir dans ce nouveau plateau, fraîchement. Faut pas que je donne mon avis. Je donne mon avis sur le plateau. Si tu veux. En tout cas, bienvenue. Bienvenue. Merci. La blablateuse. Bonsoir, et merci d'être avec nous. Espérons en meilleure forme que moi parce que, voilà. En tout cas, c'est un plaisir. Oui, je suis en fin de maladie là, donc ça va. Toi aussi. Okay. Le virus, c'est la grippe en ce moment. Mais ça va. Et puis j'espère surtout que tout le monde, en tout cas les téléspectateurs, seront avec nous jusqu'au bout. Parce qu'il ne faut pas nous lâcher, n'oubliez pas, l'émission se termine à 22h, heure locale. Il faut rester jusqu'au bout, c'est important. 1h15 Vous savez déjà qu'on a beaucoup débat. de choses à dire. Tout à fait. D'ailleurs, je cache toujours reprocher nous qu'il n'y ait pas mis assez temps. En plus. Voilà. Donc, raison de plus. En tout cas, merci d'être avec nous, la blablateuse. À nos côtés, prêt pour le top départ, comme il nous l'a si bien dit avant de préparer cette émission, le parolier Eros. Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Bien bonsoir tout le monde qui regarde nous. Nom conforme, si moun kon grand monde, et ben nous toujours songer tous les monde qui fermé, tous les monde qui est malade, qui l'hôpital, tous les monde qui a souffert, tous les monde qui là qui est venu qui supporter nous. Et on a un pensée particulier pour tous ceux là qui regardent moi là, envoyons un petit bisou, un petit beau la petite Viviane au grand fond, et ben tout le monde grand fond. Et puis en content d'avoir nous anciens d'autres plateaux, un nouveau plateau. Oui, ça. Un nouveau départ. Et surtout, d'avoir ça nous qu'a fait. Et ça nous a commencé à faire. Et ça nous qu'a fait. C'est toujours pour la population là, pour bazoter et matière à réfléchir. Parce qu'il est très important de ne jamais croire tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on nous montre. Et mets-toi à l'aise, c'est quoi tes bras? Non, au soir là, c'est pression turbine. C'est ça des gars dit, il y a beaucoup de pression là au soir là. Notre invitée spéciale que nous accueillons, Fanny Cholet. Bienvenue Fanny. Merci beaucoup, bonsoir
Bonsoir à vous deux, je suis bien entourée. On voit ça. Je suis contente d'être avec vous ce soir pour discuter en plus d'un sujet qui m'intéresse. Mais justement, tu as répondu à l'appel avec courage, avec enthousiasme, je dirais. Pourquoi avoir accepté d'être avec nous ce soir sur ce sujet, comme on l'a dit, brûlant, mais d'actualité? Puisque je pense que c'est intéressant de tous en discuter collectivement, pas juste entre nous, mais aussi en tant que société plus largement. Et je pense qu'on a tous certains éléments, certaines petites notions à apporter. Et voilà, pour qu'il pas... voici ça, quoi. En fait, moi, je me dis juste que je peux apporter quelques petits éléments de réflexion en plus qui peuvent alimenter le débat. Tout à fait. J'ai pas la science infuse. Mais en tout cas, tu distilles en tout cas l'information, tu as cette mission en tout cas de vulgariser des informations, je dis bien des, puisque tu as des sujets qui sont quand même larges et variés. Tu interviens sur ta plateforme, on va dire, de prédilection, Instagram, mais YouTube aussi. Instagram, un peu YouTube, oui, voilà, j'interviens là où je suis le plus souvent, en fait. Exactement. Donc, des fois TikTok, des fois Instagram, des fois YouTube, voilà. Alors, avant de commencer ce débat, est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu ton parcours pour qu'on puisse comprendre, hein, parce que c'est là qui est vrai, on gêne Tifom Kavin parler de sujet-là, ça. Ce soir, on avait envie de donner la parole à une nouvelle génération, à une génération d'hommes et de femmes qui n'ont pas peur, en tout cas, d'exposer librement leurs idées, en utilisant justement les plateformes, les médias comme Instagram. Alors, ton parcours pour qu'on puisse comprendre justement. Alors, rapidement, j'ai fait toute ma scolarité en Guadeloupe jusqu'au lycée, lycée Jardin d'Essai. Ensuite, pendant ma période de baccalauréat, j'ai passé les concours, tous les concours, enfin, j'ai tenté tous les concours pour rejoindre un IEP, donc une école Sciences Po, et j'ai été acceptée à Sciences Po Grenoble. Donc pourquoi tu voulais intégrer les Sciences Po? Tu étais déjà dès le départ intéressée par ces questions? Oui et non, j'étais plus du côté dans une filière maths en fait, et j'étais quand même intéressée par plutôt le droit à l'origine, et après je me suis intéressée petit à petit aux questions de société et aux questions de société guadeloupéenne, puisqu'on a des spécificités juridiques, économiques. Tu as parlé de l'environnement tout à l'heure, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Et en fait, de regarder ces spécificités, toutes ces spécificités avec un œil de sciences politiques, ça permet aussi de voir autre chose. Et autre chose, des choses qu'on ne nous apprend pas forcément sur les bancs de l'école à Grenoble, par exemple. Tout à fait. Et ensuite, j'ai rejoint en niveau master Sciences Po Paris, puisque j'ai pu rejoindre Paris, et donc j'ai réalisé un master à Paris. Voilà. Et aujourd'hui, pourquoi cette envie de partager ton expertise, ton analyse avec, j'ai envie de dire, une génération beaucoup plus jeune, puisque c'est cette génération que tu touches sur les réseaux? Est-ce que tu as le sentiment que la nouvelle génération s'intéresse plus ou moins, et donc c'est à toi de rattraper un petit peu le troupeau? Comment tu vois les choses? Moi, je pense qu'il y a toujours des personnes dans toutes les générations qui s'y intéressent et qui s'y intéresseront. En fait, il y a une sorte de continuum, de cercle qui se répète, et en fait que la jeune génération, certaines personnes de la jeune génération s'y intéressent. Et quand on regarde de plus près, ce sont les mêmes personnes, en tout cas les mêmes caractéristiques sociales qui s'y intéressaient il y a 50 ans. Pour être plus clair, en fait, c'est toujours le même profil de jeunes qui s'y intéressent. Et donc l'idée, c'est aussi d'aller toucher les profils de jeunes qui, en fait, sont relativement détachés des questions politiques et de tous ces enjeux-là. Et en fait, qui sont détachés, non pas par... Justement, je vais te poser la question. Pourquoi justement ce détachement? Quel est le constat que tu en fais? Ils sont détachés non pas pour moi, ils ne sont pas détachés réellement. Ils se pensent détachés, ou bien on leur dit qu'ils sont détachés, alors qu'en fait, quand ils ont des réflexions concrètes sur ce qu'ils veulent de la Guadeloupe, ce qu'ils veulent carrément juste de leur quartier, de leur environnement immédiat. Et en fait, pour moi, ça fait partie d'une réflexion politique. Qui n'est pas forcément poussée
justement, juste aux politiques. Ouais, enfin, ou qui peut parfois être poussé, mais juste qu'on va pas laisser à ces personnes la même place et la même tribune que un jeune, et typiquement mon profil, qui a certains codes. Et les personnes de mon profil, en fait, on va plus facilement aller toucher les sphères politiques, par exemple. Tout à fait. Lorsque nous t'avons annoncé, en tout cas la problématique, la Guadeloupe sous société française, qu'est-ce que ça t'a évoqué? Alors moi, j'étais assez réticente au départ. Parce que je pense que, en fait, la notion de sous-société, ça implique un dénigrement systématique de la société guadeloupéenne, qui, en fait, pour moi, se place en parallèle de la société française en tant qu'entité, en tout cas. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit que pour amener la réflexion à un certain degré d'égalité, on aurait pu se dire qu'on place la Guadeloupe face à la France, par exemple, ou bien la Guadeloupe face au reste du monde. Et en fait, l'idée de sous-société, en fait, au final, j'ai quand même accepté, puisque ce qui était intéressant dans ce débat, et je l'espère qu'on on aura le temps d'en discuter plus largement, c'est aussi la vision que les autres ont de la société guadeloupéenne, c'est-à-dire typiquement que les Européens ont de la société guadeloupéenne. Et quand on voit par exemple le traitement médiatique qu'on fait de la Guadeloupe, qui est systématiquement dénigré, systématiquement rabaissé, en fait on peut dire qu'eux ont une vision de la Guadeloupe comme étant une sous-société de la France. Eux ont une vision, justement, mais justement, oui. J'ai envie de rebondir. Ouais, parce que d'abord, si ça vous dit là, moi, il y a une question. Est-ce qu'il faut nous mettre face à face, passer ça qui est passé et ça qui est fait? Est-ce qu'il a voté et m'a traité, faut à chaque coup, il faut y opposer? Pas d'abord, ça nous quasi là, dans le questionnement là, par rapport à l'émission là. C'est en fait, c'est en réalité. Ça, au cas dit là, c'est en projection, c'est ça nous fait. Mais pour nous arriver à ça, il faut nous constater en quel état nous est. Parce que si on ne pas constater qu'il y a faire, à quel moment on peut centrer pour essayer de trouver des solutions, pas d'avoir nous pas là pour pleurer. Parce que si on est pleurer, on ne pas décider là. Et si on est pleurer, on ne pas te dire ça ou dire là. Mais avant de nous arriver là, il y a un chemin. Et bien souvent de fois, le voie nous caille, c'est normal, hein. Nous pas frapper. Parce que l'esprit là, il nous a frappé. Et ça qui peut suivre, qu'à suivre. Mais il faut quand même, à certains moments, comprendre qu'il y a des gens qui sont en retard. Et si nous la gagnons, nous pas meilleurs que les gens qui nous combattent, qui ont créé une société qui est élitiste. Donc c'est pour ça que ce titre-là, en lui-même, apprendre titre qui leur va en rester réfléchi. Et c'est tout ça aussi là, apprendre titre qui est contre vous. Pas d'avoir vous-même, ou j'arrive plus loin que ça. Et questionnement là, justement, c'est pour mener à ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a un titre là pas... Non mais moi au contraire, enfin... Mais nous allons rentrer en déballage de toute façon. Hein. Oui. Au-delà du titre, déballage à ouvert. Donc tu disais à un moment, même dans la formulation Guadeloupe face, hein, est-ce qu'on a cette impression qu'on est face? Je pose aussi aux téléspectateurs, aux chroniqueurs ici présents. Est-ce qu'on est face, qu'on sait c'est des mouns qui n'y même pas là? Est-ce qu'on est, mais c'est le côté sous finalement, tu l'as dit, eux considèrent, mais nous finalement, en tant que Guadeloupéens, même on peut élargir, Martiniquais, Guyanais, Ultramarins, qui j'en nous casse senti nous finalement? Mais Là, on pose cette question à ça. Moi, on peut répondre pour moi. Mais ça va dans le pays. Là, oui, pour des constats qu'on a fait là, ouais, qui sont de terrain aussi. Voilà, mais vous savez, on a des gens qui pour eux pas de problème. On a des gens pour eux, le problème là, c'est nous. Pourquoi nous ne parler de ça? On a des gens qui. C'est un exemple hein, qui est bête, mais si on dit rouler à 50, c'est 50. Si on va rouler à 51, il y a bien vers.
Alors, malgré les difficultés, malgré les spécificités à la région-là, malgré nous citer, la vie chère, oui, mais les problématiques liées à l'environnement sociétal, ça pas qu'à... Ça j'ai dit dans nous qu'il faut nous vivre contre tout le monde, sauf contre nous-mêmes. Et du moment que ça, c'est en tête, ça va dérégler tout le butin et ça va conditionner le restant. Alors, c'est pour ça, moi, on est l'idée en moi. Et les médias, quand nous sont l'idée, les gens regarder et tous les événements qu'on a fait, et tous les rassemblements populaires, et justement, qui jour depuis le temps la Covid l'a fini, qu'il y a des gens qui la jouent, pas d'avoir eu gourmet contre ça. Donc, ça a montré que chaque fois que nous faisons un butin, ça a décuplé. Nous avons un exemple qui est tout simple. Répercussions. Au-delà même de la Guadeloupe, finalement. Mais oui, mais regardez, même ça qui a touché la Guadeloupe, ça a fait vague juste en France. Et au-delà. Barbara, il y a des mouvements sociaux qui dépassaient la France, clairement. Barbara, Olivier, Zandronis. Juste pour citer le nom, pour dire que, est-ce que si c'est un d'autres monde, il y a le même traitement là. Pas d'avoir des interviews comme ça, nous avons ça, nous attendons ça, si tous les BT, RMC, tout ça, tous les grands chaînes locales, et nous pas attendre que ça a fait autant vague. Alors c'est pour ça que, oui, il faut nous poser la question là. Est-ce que tout ça, nous avons fait, nous considérer comme étant des sous-français? Est-ce qu'à un moment donné, il y a en noir, Valéaï, sans qu'il y ait forcément 10 fois plus fort que l'autre là? Donc, si nous pas dans ça, si nous sommes dans une société qui nous a levé à dents, nous a goumé éveil, nous a dents, et nous nous dit mal en sorti, et nous avons d'autres monde qui viennent, et par rapport au fait qu'il n'y a pas nous et qu'il y a blanc, tout le monde est développé pour eux, il faut poser des questions. Là, on attend des gens qui disent que les banques en Guadeloupe, pas qu'à aider pour faire ni casse ni société, ça c'est difficile, mais si c'est pour acheter une voiture, ça va aller plus vite. Alors, ce qui pour d'autres, n'a pas même bité là. Donc, il faut demander, il faut poser la question. Et là, on attend des gens qui disent qu'ils viennent pour protéger les Français et on regarde des gens qui blancs, il faut poser des questions. Alors, est-ce que nous pensons sous société? Et bien, il y a d'autres questions aussi et ça. Pierre-Henri Salin, pour les plus anciens et pour les plus récents, et Clodo, est-ce que si ça a été fait en pays France, est-ce qu'il était le même traitement là? Donc, est-ce que finalement, et moi, là, quand des blancs qui parlent avec eux, ils parlent avec moi, ils disent, mais David, et en tout cas, vous autres, on gens, le 21 en France, pas d'avoir ça, ils raconter nous, mais là, on vient 6 places, on regarde les réalités à autres, mais non seulement ils ont eu raison, mais nous avons trouvé qu'ils n'ont pas fait assez. Parce que si c'était nous, ça n'a pas été passé comme ça. Parce que ça n'a pas été même osé imaginer. Un projet d'un enfant, c'est mon banni de l'eau à Kazaïo. Alors, ouais, pour moi, nous sommes sous société française. Et la Blabato, c'est qu'a dit en début d'émission là, tu disais que pour toi, cette problématique renvoie à la considération, le respect même de la population guadeloupéenne et plus largement de la population ultramarine. En tout cas, en ce qui me concerne, je me sens en tant que Guadeloupéenne noire, généralement, presque au quotidien, méprisée par le système dans lequel on est. Je n'ai pas l'impression d'être considérée à ma juste valeur. Je n'ai pas l'impression qu'on me donne la possibilité de pouvoir m'épanouir en tant que Française sur un territoire avec toutes ces spécificités justement et tout ce que cela implique. Il n'y a qu'à voir que moi, ne serait-ce que par rapport à mon parcours, puisque je suis partie pendant un moment, pendant 6 ans, j'ai vécu aussi là-bas en Hexagone. J'ai pu constater également qu'en tant que Guadeloupéenne, on avait certaines considérations là-bas qui n'étaient pas forcément favorables, même sur certains systèmes qui sont en place. On a tendance à nous cataloguer. Oui, tout de suite, voilà, vous êtes domien, donc forcément vous avez ça, ou vous n'avez pas accès à certaines choses, vous n'êtes pas comme les autres, ou etc. Donc à partir du moment où moi je me sens exclue, et que souvent l'exclusion m'amène à me rabaisser au final. C'est jamais une exclusion élitiste. C'est jamais genre, parce qu'on est Guadeloupéen, non, forcément, il y a Voilà.
Il y a un avantage. Traitement de faveur. Voilà, un traitement de faveur. C'est toujours dans le mauvais sens, en fait. Quand on constate, surtout quand on veut appuyer sur ça. Le côté, voilà, guadeloupéen, donc. Sauf sur certaines choses. Par contre, il n'y a pas de souci. Sport, voilà, dès qu'on excelle en leur faveur, pour dire que voilà, la Guadeloupe, on a réussi à leur donner des résultats favorables en termes d'équipe. Là, par contre, nous sommes inclus. Il n'y a pas de souci. Favorablement, il n'y a pas de souci. Par contre, pour tout le reste, moi, je sens un certain mépris. Je ne sens pas une bonne considération. Et ça fait un moment que je le ressens. J'évolue avec ça difficilement parce que j'ai l'impression que justement, maintenant, nous avons besoin d'autre chose pour évoluer et qu'on est on est un peu, du coup, retenu. Et au lieu de s'élever, on nous laisse, en fait, à terre avec des poids. Je ne sais pas comment expliquer les choses, mais je n'ai pas l'impression qu'on nous permette de pouvoir nous grandir et de pouvoir explorer tout ce qu'on pourrait. Dernièrement encore, il y a eu une actualité par rapport ne serait-ce qu'à notre pharmacopée. Il y a certaines personnes qui veulent développer des choses et on leur interdit de le faire, alors que ce sont des choses qui nous appartiennent, ce sont des choses endémiques, je ne comprends pas. Pourquoi on nous interdit de le faire? Pourquoi on ne nous laisse pas nous épanouir comme on le souhaite? C'est toujours pareil, on est toujours dans un combat à vouloir faire des choses. C'est toujours le même cheminement, en fait. On arrive, on veut, soi-disant, nous sommes français, OK, on arrive, on respecte le cadre, on cherche, on monte des dossiers, on cherche à faire des choses, et puis bim, tout d'un coup, voilà, on a des décisions, on ne comprend pas. Soit, par exemple, qu'on a vu des non-lieux, on ne comprend pas. Ou soit, voilà, on nous dit non, vous ne pouvez pas utiliser ça parce qu'il y a toujours une raison, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on nous freine. Non. Alors, Fanny, est-ce qu'on pourrait dire justement que la structure politique actuelle de la Guadeloupe contribue finalement au ralentissement ou entrave son développement? Déjà, je suis totalement d'accord avec les deux interventions juste avant, dans la mesure où en fait la France s'est basée sur, sur le mépris et le racisme en fait pour se développer. En fait, là, tu parles de l'historique. Historiquement, voilà, la France s'est basée là-dessus pour se développer. Donc en fait, dans les sphères de pouvoir, il y a ce mépris et ce racisme qui est vivant en fait. Et ce racisme, il est vécu par tout le monde. Tout le monde le vit, enfin, toutes les personnes, comme on dit, les personnes racisées, mais ça c'est le terme un peu en sciences humaines, en sciences sociales, mais les personnes noires, plus précisément, subissent du racisme en France, à différentes échelles, à différents degrés, mais ce racisme est ressenti aussi en Guadeloupe. Aujourd'hui, dans la considération, voilà, dans les prises de décision, dans l'approche politique, oui, est-ce qu'on peut encore dire qu'on est... Et en Guadeloupe, on ressent les effets du colorisme, par exemple, où on va plus facilement octroyer la parole ou bien des avantages à des personnes plus claires de peau. Et en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on a ces bases historiques, on a cette construction politique qui fait qu'on est très fortement rattaché à la France. On a une économie entièrement orientée vers la France, l'Hexagone, d'aucuns appellent une économie post-coloniale. En fait, c'est une économie purement coloniale, puisque c'est une économie qui est orientée totalement. Toute notre exportation va vers l'Europe. Et toutes nos importations viennent de l'Europe. Même les décisions aussi internes de culture et de production. En termes de production, on est orienté vers des produits qui sont destinés à un usage européen. Et pour aborder en ton sens, quand tu parles d'échanges économiques et tout, puisqu'on est toujours régi par une bonne partie du Code Noir, notamment pour nos échanges, notamment par rapport aux usines qui doivent pas être construites en Guadeloupe, notamment. En fait, tout ce qui pourrait nous amener à une autonomie alimentaire, économique, c'est coupé, c'est enlevé, c'est effacé. Voilà, parce qu'en fait, on te dit que... on te dit que... On te dit rien. On te dit rien parce que lorsqu'on en parle, lorsqu'on traite de ce sujet-là, c'est balayé de revers de main. Alors, c'est balayé de revers de main ou alors c'est, on le disait, caché, dissimulé sous un lexique qui entraîne la peur, ou alors on le disait avec Fanny en début d'émission, peut-être un vocabulaire qui n'est pas forcément compris par toute la population? Alors, pour moi, en tout cas, à mon niveau,
j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, le monde politique a une certaine connaissance des enjeux et en fait que c'est juste un problème d'outillage, en fait, qui sont peut-être mal outillés. Et en fait, l'idée, c'est de dire, on a une organisation politique actuelle qui est en train d'arriver à son terme, et tu l'as mentionné en début, en off, mais en fait, l'évolution institutionnelle et statutaire, enfin l'évolution juridique en fait de notre statut, elle est en route. Elle est en route, et en fait, on nous a consultés en début d'année pour avoir notre avis sur cette évolution-là. Alors, c'est marrant quand tu dis, Fanny, on nous a consultés, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, de un, n'étaient même pas au courant de cette consultation. Et après, le retour aussi que certaines personnes ont fait, c'est que finalement, le moyen, tu vois, encore quand tu parlais d'outillage pour autre chose, voilà. Mais le format utilisé, la communication finalement n'est pas adaptée et ne touche pas toute la population qui devrait finalement être concernée. Tu es d'accord avec... Oui. Ben, c'était un format qui n'était pas adapté. Et en fait, ça fait qu'on a eu ensuite un congrès des élus qui a proposé des dispositions qui en fait étaient des dispositions qui n'avaient pas vraiment d'ajout, de plus-value politique, ou bien il n'y avait pas vraiment de choses où on se dit enfin on avance. Et en fait, ces dispositions d'ailleurs, elles n'ont pas vraiment de valeur juridique. En fait, aujourd'hui, ce sont juste des lignes sur un papier, quoi. Et donc, en fait... Le sociologue qui disait une diarrhée théorique, un peu. Pardon ? Le sociologue qui disait, notre ami sociologue qui vient souvent sur notre plateau, qui parle de diarrhée théorique. Raymond Otto. Tout à fait. Effectivement. Je voulais pas le citer, mais tout à fait. Raymond Otto, effectivement, mais je suis assez d'accord avec lui dans cette idée où, en fait, on nous annonce beaucoup d'effets d'annonce et en fait, au final, l'évolution institutionnelle, elle a été proposée, demandée par le gouvernement français parce que en fait notre statut il n'est pas économiquement viable en fait. Pourquoi il n'est pas économiquement viable ? On dépense beaucoup d'argent. Aussi pour nous apprendre aussi hein. On dépense beaucoup d'argent. Enfin on dépense beaucoup plus d'argent avec 2 chambres, le conseil départemental et le conseil régional. Un point sur lequel c'est pas pour dire que je suis d'accord avec eux, mais en fait au niveau des compétences, peut-être, éventuellement, ça peut amener plus de clarté. Parce que l'enjeu avec le conseil régional et le conseil départemental, c'est que les compétences sur certains domaines, comme la culture, comme le sport, en fait, elles se croisent. Et ça fait que si... Finalement, c'est optionnel. C'est optionnel, voilà. Donc, on va moins investir sur les infrastructures sportives parce que non, mais c'était pas nous, c'était l'autre qui devait on se revoit un petit peu là-bas. Mais finalement, est-ce qu'un statut évolué, on va dire, pourrait apporter des réponses concrètes, comme tu disais, sortir de cette diarrhée théorique, comme nous dit Raymond Otto, et apporter des solutions concrètes aux problématiques et à nos spécificités locales? Alors, 2 choses. Il y a le statut et il y a les faits. Parce que le statut juridique, c'est une évolution sur le papier, en fait. Ça n'aura pas d'impact réel sur le quotidien, sur les prix, par exemple, ça n'aura pas d'impact réel sur notre quotidien, au jour le jour. Et dans le statut juridique, c'est bien d'avoir des choses qui sont optimisées. Par exemple, avoir une seule chambre, on sait que les compétences seront optimisées. Alors c'est cool, parce que ça va nous permettre... peut-être éventuellement, si tout se passe bien, d'avoir un comptoir où on peut demander différents services, par exemple. D'optimiser les ressources, voilà, d'optimiser les moyens aussi. Pour avoir, par exemple, on a besoin d'une aide quelconque pour avoir, par exemple, un logement social. Eh bien, peut-être c'était un mauvais exemple, puisque là, il y a déjà un dispositif, mais en fait, d'avoir un seul interlocuteur, une seule institution. Voilà. Et de la même manière, pour des gros projets d'aménagement, d'avoir un seul interlocuteur. Ça peut être une bonne option. Après, au jour le jour, les besoins, en fait, ils sont déterminés par le marché. Et ce qu'on voit aujourd'hui en Guadeloupe, c'est des arrivages massifs d'importation qui sont au-delà des besoins. Enfin, on importe plus que ce dont on a besoin et on importe même des choses qu'on
on n'a pas encore besoin, en fait. On crée le besoin pour des choses qu'on n'a pas encore. Et on n'imagine même pas qu'on va utiliser cette chose demain, et demain, on le voit dans un rayon, on l'achète. On crée un besoin. Et en fait... Le tramway. Je disais ça comme ça. Ouais. Ça m'a échappé, je m'excuse. mais par exemple, les arrivages de conteneurs successifs, en fait, c'est les lois du marché. Et si on se dit, on va moins importer pour plus axer sur, plus s'orienter vers de la consommation locale, investir massivement dans les filières d'économie circulaire, dans les filières d'agrotransformation, dans ce type de filière. Et même ne serait-ce que pas forcément enclaver l'économie, mais s'ouvrir aussi à la Caraïbe, exactement, à d'autres régions, et ne pas se centrer, s'axer sur la France hexagonale. Ce serait peut-être ça aussi, d'avoir plus de force au niveau de nos décisions, de prise de décision politique. Je suis totalement d'accord, en fait. C'est l'idée de s'ouvrir, en fait, dans notre bassin régional. Parce qu'il y a un autre point, et tu avais mentionné l'environnement, c'est que ça pollue énormément d'être rattaché à la France. En fait, il y a 2 avions qui partent chaque jour, 2 ou 3. Enfin, 2 avions Air Caraïbes, et je ne sais plus les autres compagnies, mais il y en a au moins 4 qui partent chaque jour de Guadeloupe. Et on a un impact carbone pas possible en étant rattaché à la France. Alors que si on se disait, on va s'ouvrir dans la Caraïbe, on va réduire notre impact carbone. Bon, ça, c'est un petit détail, et je suis sûre qu'en fait... ça n'a pas encore la résonance mais c'est ça, finalement, qu'on veut, mais ces problématiques ne touchent pas toute la mais population. Oui, en fait, c'est un détail dans le débat public. Pour moi, en tout cas, c'est pas un détail. Moi, je pense que c'est très important de réduire son impact carbone. C'est un détail dans le débat public. Enfin, tu donnes cet argument, en fait, c'est pas vraiment entendable, c'est pas écouté. Cet argument n'est pas écouté, en tout cas dans le débat public. Mais pour revenir sur les importations, et ces choses au quotidien, enfin, on consomme tous les jours, on mange tous les jours. Et qui pourraient avoir un impact sur la vie chère dont on parlait. Et qui pourraient avoir un impact dans la vie chère. En fait, on peut se dire déjà que sur ce point-là, on tend vers une autonomie. Et une vraie autonomie, pas que l'autonomie sur les papiers, l'autonomie juridique. Parce qu'il y a des pays qui sont indépendants et dont leur économie, des pays dont leur économie repose sur l'Europe. Par exemple, les pays d'Afrique du Nord, ils sont totalement indépendants et leur économie, elle repose, ou d'Afrique de l'Ouest. En fait, c'est l'objectif, c'est que nous aussi, on développe nos connexions, notre économie à l'échelle locale. Peut-on le faire tout en restant une sous-société française? Nous avons un appel. Je vous rappelle que cette émission est en direct télé, en direct Facebook. Alors, comme tous les mardis soirs, nous prenons des appels. 0590 96 10 10. Également sur le live Facebook, ce sera l'occasion de dire bonsoir à tous nos invités. Fabienne Médard, Dimitri Gobaldan, Gélo Hart, Mouton Lucide qui est avec nous, Marie-Gabrielle Desilles, Talia Mdor, Afda Guadeloupe. Nous prenons un temps dans un petit moment pour lire vos commentaires, vos questions. Alors n'hésitez pas, partagez aussi. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir, France du Lamentin. Bonsoir à toute l'équipe. Nous écoutez au Bonsoir. Bonsoir. Allô? Nous écoutez. En tenant envie de dire ça en créole, mais non, mais il faut dire en français pour tout le monde peut comprendre ça en fait. Premier bitan qui dit, je vois le titre là, sous les yeux, la Guadeloupe sous société française. Moi, personnellement, pour moi, j'ai l'impression que la Guadeloupe est une colonie française. Je dis même pas un département, une colonie française. Parce que si la Guadeloupe était un département français, elle devrait avoir la France devrait avoir vis-à-vis de la Guadeloupe le même égard que la France a pour l'ensemble de ses départements hexagonaux. Et la Corse. Et ce n'est pas le cas. Quelle est la différence selon vous? Quelle est la différence? Oui. Mais vous n'avez qu'à voir l'attitude que la France a vis-à-vis de nous. Vous n'avez qu'à voir le traitement qui nous est réservé. Regardez le problème d'eau. C'est un problème que je ne comprends pas. En fait, nous sommes dans la rue tous les jours par rapport au problème de l'eau là. Et observez une chose. Alors, je n'ai pas tout suivi dans le débat, mais j'apprécie beaucoup les propos de votre invité. Mais on n'a qu'à observer une chose. Fanny. Chaque fois
qu'il y a un souci chez nous, observer que quand il va faire, il va avoir un concert, il va avoir un bité pour sauter maté. Comme ça, pendant qu'on va sauter maté, on va concentrer sur le réel problème. Des jeux et c'est équipés. vraiment ça. Observez, je vous le dis, là, en cas tout le monde en Guadeloupe qui a coûté télé là, observez chaque fois il y a un petit problème. Comment c'est qu'à venir? Premier bité, au côté dit, peu de temps après, il y a un concert, il y a un bité pour aller sauter maté, pour déconcentrer, pour éloigner des problèmes là, qui viennent là. Et ça, son bitin, nous avons en permanence. En permanence. Deuxième chose que je voudrais dire. Alors, tout à l'heure, Eros a fait allusion au tramway. Eros, tu ne crois pas si bien dire en ce qui concerne le tramway. Parce que moi, son projet sur lequel on travaille, on peut dire ça, à l'époque, sans radiolage, si on ne pas trompe moins, on est aux alentours de l'année 2000. Il y avait un projet. Et c'était d'ailleurs un projet initié. Mouna qui t'a fait qu'un travail sur ce projet-là, c'était Mézabim à l'époque, M. Marcin. C'était un projet pour effectivement faire un tramway qui a sorti la pointe, il était monté juste Zabim. Et ça c'était pour permettre de justement désengorger toute zone là, ça, ni faire ni moins de circulation. Nous en 2023, après ça, quoi il fait? Il doit faire des cas de projet là, ça. Voilà. Troisième bilan TV des autres. Oui, nous avons écouté. On a l'impression que réellement Guadeloupe, nous pas envie d'avancer, ou nous pas envie d'avancer, ou c'est là qu'il y a peut-être un pays là, pas envie de nous avancer. Nous pas envie ou bien nous pas avancer? Non, pas yo paix. Yo pas envie. Parce qu'on va considérer que yo c'est courant de distribution à gouvernement là. Comprenez bien ça, on veut dire. Yo là simplement pour faire appliquer ça que le gouvernement là a décidé, et yo quand essayer faire, et tout en essayant de, surtout moi sans moi, mais c'est le roi qui dit je me bats pour les Guadeloupéens. En fait, mes parenthèses là, ça, et on va continuer. Mais en termes des automobiles, en voyager dans les années 2000, moi, d'un côté, à un pays qui est aussi humide que dans nous, c'était la Thaïlande. En rouler sur route thaïlandaise pendant plus de 2000 km, en voie des pitins, et en tout cas, dis-moi, mais on pas comprendre, pendant, en font paquet d'autoroutes, et en tout cas, dis-moi, mais autoroute là, c'est de qualité. C'est-à-dire qu'on va rouler, on va pas de problème. Juste un jour, nous venons ralentir parce que nous passons à côté en portion de construction autoroute. Et là, on voit qui j'ai pas fait autoroute d'ailleurs. On dit, mais c'est ça pour nous faire Guadeloupe. En fait, nous avons une portion de bitume qui était peut-être de 1 ou 2 cm. En bas, nous avons un béton ferraillé à 15 cm. Je vous nous faire ça en Guadeloupe. Nous avons arrêté de faire route et nous avons continuer. C'est-à-dire que nous avons prendre l'argent là pour nous faire d'autres bitins et nous avons avancer. C'est ça qu'il faut nous comprendre. C'est-à-dire que nous, toujours à nos bitins, on bitin à 2 jours, 3 jours, il défaite et nous allons venir refaire. Mais tant qu'on va dans ça, au péché un peu loin. Merci de m'avoir écouté et bonne continuation à Zot. Et c'est toujours avec plaisir d'écouter Zot. Mais merci en pile. Merci en pile. C'est son intervention, comme à chaque fois, lumineuse. On a la chance, parce qu'on parle souvent de nous, les chroniqueurs, de nos invités, mais d'avoir, je veux dire, des fanatiques, d'avoir des gens qui nous suivent et qui sont à la même hauteur que l'émission. Tout à fait. Justement, c'est l'occasion de partir également du côté du live Facebook, parce que le débat... Alors, nous ne sommes pas très nombreux sur le live ce soir, la blablateuse, mais il y a quand même des débats bien animés. Il y a des commentaires très intéressants, bien sûr. Comme à chaque fois, de toute façon, comme d'habitude. On te laisse faire quelques retours. Alors, du coup, je commence par Niassa, j'espère avoir bien prononcé, qui dit en même temps... Quand on veut vivre dans un système qui, à l'origine, n'a pas été pensé ni conçu pour nous, je ne vois pas à quel moment on pourrait se développer et s'épanouir dedans. Ça n'a aucun sens. Plutôt que de se battre pour exister dans un système qui ne nous est pas propre, créons notre système et générons les conditions nécessaires au bien-être que nous cherchons et surtout méritons.
Donc ça, c'est un avis d'ailleurs que je pense nous partageons tous. Là. Alors, créons notre système. Est-ce que NIASA pense justement à une évolution statutaire? Alors, il faudrait qu'elle nous le dise. Voilà, comment elle voit les choses. N'hésitez pas à nous appeler pour partager avec nous questions, avis, commentaires. Chaque tête, chaque esprit, on le rappelle. Vous êtes bienvenus. Afda Guadeloupe qui nous dit bonsoir. Bien sûr que nous sommes une société, une sous-société française. Mais que faisons-nous ensemble? À part le carnaval, les chantés Noël et les déjeuners champagne, à la moindre occasion, nous nous marchons dessous. Des coups bas, nous sommes des crabes dans un panier. Désolé, mais à nous ou à la nouvelle génération de relever le défi du tête collée pour avancer. Mais ça a une solution. Mais la solution qui est proposée est tout de suite balayée. Parce que pour qu'un pouvoir puisse pouvoir exister, il lui faut des tyrans. C'est-à-dire que derrière chaque dictateur, il y a des mini-dictateurs. Et le problème, c'est que pour que les gens puissent arriver à ça, il faut les former à ça. Il faut leur parler. Avant, on avait dans les écoles ce qu'on appelait la morale. On avait des gens qui étaient là pour te conscientiser sur la société, sur ce qu'elle attend de toi. Aujourd'hui, tout ça, ça a disparu. Parce que tout ce qui tend à faire d'une société une société plus humaine, qui réfléchit, tout cela disparaît au profit de la technologie et de tout ce qui abrutit. Parole montée. On me dit que nous avons un appel, n'hésitez pas, 0590 96 10 10. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est le prénom? Vous nous appelez d'où? Nous écoutez. Oui, en termes d'intervenir, ce thème-là bien intéressant. Thème-là, Guadeloupe, société française, très intéressant. Nous, en Guadeloupe, mais d'ailleurs, c'est quand même pays en nous. Là où on a découvert ça, on a fait en Guadeloupe, c'est que nous, politiques, avons fait, nous, gouvernants, avons fait, avec la complicité, effectivement, de l'État français. Donc, les voix en Guadeloupe qui arrêtent un bon côté, ils reviennent de tous côtés là. Nous avons, par exemple, assis anti-commune qui a créé Gossier et anti-caoutchouc qui a créé Gambé. Ils ont bien foutu Guadeloupe dehors pour y mettre, excusez-moi, à ne pas parler de racisme, mais pour y mettre blanc là, comme ça, n'est peut pas rentrer. Et ça c'est fait exprès. Et en cas de bien, c'est une complicité à l'homme politique à nous. Et ça, c'est vraiment dommage. Une députée qui a passé en Guadeloupe, il y a beaucoup de candidats qui ont parlé, vous regardez le conseil voyager avant le budget. Regardez les autres invités. En tout cas, footing en Normandie, elle va en copine à moi. Ils criaient la police. Ils disent qu'on s'est milice étranger. Alors, ils essaient de forcer depuis une génération. Si, comme si, en cas de là, on parler de racisme, des blancs qui ont fait footing à eux aussi en plage Guadeloupe, ou est crié la gendarmerie, la police, d'ailleurs, tous ces gendarmes à plage, ils ne font rien, mais ou crié la police, ils ont demandé au fond. Il y a un balai qui a fait. Il y a un petit bout qui a fait à être tendance à Perpignan, qui n'y s'est tiré ça, dit comme ça, pour être trop noé, puis pour te coup d'or à Perpignan. Quoi, des exemples pour ça qui va en paquet. Mais en cas dit comme ça, il faut nous Guadeloupéens. En cas dit que prendre les dépendants, parce que nous savons pour l'instant la situation politique et géopolitique très difficile. Mais au moins que nous savons ce qui a passé pays nous. Nous ne savons rien qui a passé pays nous. Ils ont vendre nous. Ils ont vendre nous. Ils ont vendre nous. Et nous ne pas connaître tout ça. Nous ne pas avoir rien. Ils ont vendre nous. Ils ont vendre nous comme ça. Et Guadeloupe, c'est malheureux. Et c'est malheureux. Et certains Guadeloupéens pour gens comprennent ça. Eh bien, en tout cas, merci. Merci. Oui. Oui. Allez, nous écoutez. Oui, avec a dit, certains Guadeloupéens pour gens peuvent comprendre ça. À pas commander la révolution, à commander la justice sociale, la justice économique. Et que nos représentants, qui l'encadrent le président de la région, en pas nommé nous, tout ça qui est, a dit, oui, moi je travaille pour la Guadeloupe, moi je travaille pour les jeunes, je travaille pour la Guadeloupe. Mais c'est qu'à faire, j'avais moins. En te un avion, on voit qu'à venir en Guadeloupe, à qu'à un petit jeune métropolitain qui a fait un stage en Guadeloupe. Nous pas dit que Guadeloupéen pour faire un stage en Guadeloupe. Un petit jeune Guadeloupéen qui a demandé de faire un stage à l'habitat d'Amazo.
Là, on va dire oui. Là, on va dire, il attend du fanti blanc fini au bel travail là. Quoi, madame, je ne suis pas raciste. Nous toutes des familles blanches. Mais à un moment donné, ça devient lourd. Un petit coup, nous, les jeunes diplômés en Guadeloupe, beaucoup de jeunes diplômés, ils peuvent faire finir et d'autres de l'extérieur. En TV, moi, j'ai travaillé en Corse. Il y a quelques années de ça, j'ai demandé une mutation. Pour moi, j'ai travaillé conseiller CCI. Et c'était une madame Kourou qui était présidente de la CCI. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait blanc fini. Et moi, j'ai attend toujours. Il n'a pas de place, mais en attendant, des blancs arrivés. Et il était des places là. Madame, franchement, c'est énervant. En parlant à rien pour moi, sans haine. Mais le cabayo, tout. En tout cas, c'est témoignage, c'est expérience. Comment? On dit c'est témoignage, c'est expérience. Tout à fait, madame, tout à fait. Afin de se faire ça, comme vous avez dit, en voyageant en l'hôpital, en voyageant en métropole, et là, quand vient ici, quand vous avez passé, ça a fait beaucoup de peine. Ça a fait beaucoup de peine. C'est même pas pour moi, parce que tant moi, il a fait, à venir au moins derrière moi, mais c'est pour la jeunesse qui arrive. En tout cas, merci en pile, merci pour question, merci pour commentaire et avis. Nous allons laisser la place pour d'autres gens qui veulent parler parce que soit là, très court et nous n'y on l'obitin a dit. Merci infiniment. Alors, Fanny, tu as entendu le téléspectateur, il n'est pas le seul à le dire, nous pas encore parés pour l'indépendance. Nous avons beaucoup de mouvements sociaux, beaucoup de revendications, des spécificités que l'on a envie qu'ils soient prises en compte. Et de notre côté, une population qui... on a le sentiment qui est consciente qu'il faut une évolution, mais pas l'indépendance. Peut-être le mot indépendance fait peur. Mais Peut-être, éventuellement, c'est un mot qui pourrait faire C'est l'occasion de poser la question. Est-ce que le mot indépendance fait peur? C'est une question qui peut être posée. On la pose. Et en fait, c'est pour moi toujours garder en tête les deux aspects du mot. C'est-à-dire, on peut être indépendant sur les papiers, juridiquement, et avoir un système économique totalement dépendant d'un autre pays, de la France en l'occurrence. Et en fait, est-ce qu'on est prêt ou pas? En fait, ça dépend. C'est souvent cette question qui revient. On n'est pas prêt. En plus, quand certaines personnes regardent, en tout cas, la politique, les chefs politiques, ils se disent, bon, est-ce qu'on est prêt à être indépendant avec les personnes qui nous gouvernent? Si on garde en tête ces deux aspects de l'indépendance, ou de l'autonomie, comme on le prend, mais c'est-à-dire le fait d'avoir une entité législative juridique qui suit et un comportement de consommation qui suit, en fait, on peut soi-même, en fait, quand on garde ça en tête, on peut soi-même s'orienter vers une forme d'autonomie si on décide de consommer des produits issus de filières locales, si on décide de s'orienter ou bien d'investir dans des structures locales ou bien de proposer des structures locales, des nouvelles structures locales, en fait, on s'oriente vers une forme d'autonomie ou d'indépendance, comme on l'entend. Et de la même manière, en fait, impulser cette réflexion auprès des sphères politiques, puisqu'au final, c'est ces sphères qui décident sur le papier, c'est celles qui décident, pour en fait que les deux notions, les deux visions, en tout cas que j'ai, concordent. Parce qu'il y a un troisième aspect, c'est l'aspect culturel, qui lui, en fait, est déjà à des années-lumière. En fait, les sphères culturelles ont déjà théorisé toutes ces questions et sont déjà arrivées à la conclusion qu'il faut une évolution vers l'indépendance ou vers l'autonomie. Après, ce sont des mots, mais en tout cas, la vision est globale. En fait, c'est vers un détachement de la France. Alors, tu dis que la vision est globale. Pour les gens qui ont écouté, nous, on parlait en début d'émission de cette importance de vulgariser les choses pour rendre accessible l'information au plus grand nombre. Concrètement, dans les actions, si on tend vers une autonomie, vers une indépendance, concrètement, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui pourrait évoluer, qu'est-ce qui pourrait changer? Parce que les gens ont besoin parfois d'avoir des exemples concrets. On parlait des problématiques liées à l'environnement, des problématiques liées à la vie chère. Est-ce qu'elle nous peut prendre des décisions concrètement si des prix
le panier moyen du citoyen? Est-ce que l'on pourra avoir plus d'autonomie pour mettre en place, on a dit, des coopérations bilatérales ou autres, en tout cas avec les régions de la Caraïbe? Est-ce qu'on aura plus de pouvoir dans les décisions liées à l'environnement, on a dit l'empreinte carbone. Carbone, pardon. Est-ce qu'il y aura véritablement un poids sur les actions? Est-ce que la population pourra voir concrètement les changements? Théorie, pratique, action. En fait, c'est ce qui est bien, je trouve, avec le droit et avec cette question en particulier, c'est que c'est un peu à la carte. C'est un peu comme les élus ou les décidants en place auront décidé, auront visionné. Parce qu'il y a des... C'est pour ça que tu parles de vision, qu'il faut avoir finalement une vision. C'est pourquoi, en fait, si nous, on a cette vision, on va la transmettre, en fait, à cette classe. Il y aura de la volonté politique derrière. Et en fait, pour moi, en tout cas, c'est cette vision, en tout cas, qu'il faut maintenir. Et arriver à transmettre peut-être à la population. Oui, parce qu'il y a d'autres collectivités d'outre-mer, comme d'autres collectivités, comme la Polynésie, par exemple, ou la Nouvelle-Calédonie, ou des collectivités qui sont plus loin que nous, en termes de géographique, je parle géographique, mais aussi en termes d'évolution institutionnelle et statutaire, et en fait, qui ont réussi à la carte, c'est-à-dire qu'ils ont choisi les compétences qu'ils gardent et les compétences qu'ils délèguent à la France. Et de la même manière, régi par le même article, donc l'article 74 de la Constitution, le Saint-Martin, donc la partie française, en fait, a décidé d'avoir un statut plutôt similaire au nôtre, en fait, alors qu'ils sont régis par un article où ils peuvent choisir, pareil, à la carte. Donc, en fait, c'est ce qui est bien avec ça, c'est que on peut vraiment, si on a une vision et une portée politique derrière, des élus qui tiennent une vision sur le long terme, on peut arriver à un statut où il y a des compétences qui nous conviennent tous. Aujourd'hui, a-t-on une vision claire? Comprend-on? Alors, il y a un premier souffle qui a été impulsé par deux mouvements qui se conjuguent. En fait, c'est déjà l'arrivée sur la scène politique du groupe politique ANG, Alliance Nationale Guadeloupe, qui a imposé la question pendant le débat des régionales, qui a imposé la question de l'évolution statutaire dans le débat public et qui a imposé cette question sur les plateaux télé. Et parallèlement, il y a la gouvernance actuelle, donc M. Chalus et M. Losbar, qui ont impulsé pendant le début de leur mandat, qui ont impulsé une première dynamique avec un contrat de gouvernance convergée où ils décident de tendre vers une sorte de grande gouvernance partagée qui aujourd'hui n'est plus du tout, on n'est plus trop d'actualité. Donc en fait on avait quelques petites impulsions, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais en fait le vrai socle, en fait le socle de base, le socle aussi des pensées, en termes de littéraire, on peut dire, le socle littéraire et le socle de pensée, il se trouve dans la sphère culturelle, en fait, qui a théorisé depuis longtemps les idées d'évolution institutionnelle et statutaire. Très bien, en tout cas, on me fait signe qu'il faut couper puisque nous arrivons à la pub. Juste la pub, Fanny, on se retrouve. Okay. On se retrouve dans un instant pour continuer les débats, toujours en votre compagnie, puisque nous attendons vos appels. Les avis se font déjà très mitigés sur le live. En deuxième partie également, nous partirons du côté du live pour recueillir en tout cas quelques commentaires. En tout cas, merci de nous suivre et on se retrouve dans 5 petites minutes. Restez connectés. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct télé, en direct Facebook, ASI, Canal 10. Nous sommes mardi, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes entre nous, en compagnie de nos deux chroniqueurs, la blablateuse David Eros, le parolier, et notre invitée, Fanny. Belle bonsoir.
Merci encore une fois d'être avec nous pour cette deuxième partie d'émission. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Merci de partager. Merci pour votre participation, vos commentaires, vos avis et vos questions. Je vous rappelle que nous entamons la deuxième partie d'émission. L'antenne est libre. Vous pouvez nous appeler, poser vos questions, partagez vos expériences, chaque tête, chaque esprit. Nous accueillons avec beaucoup de bienveillance et surtout avec le respect. Pas carréton longtemps. Place à la chronique de la blablateuse. Vous connaissez déjà. On Coudier, c'est l'opportunité de découvrir Kakika fait hors de la Guadeloupe. Et qui concerne nous, qui peut inspirer nous. C'est bien ça? Tout à fait. C'est parti. On dote. Non. En Coudier. Donc là, pour cette chronique, nous partons dans la Caraïbe parce que j'avais envie qu'on regarde justement à côté de chez nous ce qui se passe s'agissant de ces questions d'évolution statutaire. Il y a beaucoup d'îles qui sont à côté, qui ont déjà fait ce choix de cheminement, d'évolution, qu'on fréquente même en loisir en ce moment. On peut descendre, on peut même connaître quelqu'un fait. Et bien là, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. On va faire un tour d'horizon de la Caraïbe. Il faut savoir que justement, cette Caraïbe est un peu l'ombre, a un peu cette ombre de colonisation et d'esclavage qui plane depuis des siècles, il faut se le dire, et qui a régi un peu toute son évolution. Et donc, ce qui en fait que l'héritage est plutôt complexe. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se concentre sur le spectacle des États indépendants, justement, de cette Caraïbe, parce qu'il en existe plusieurs. Ici, on se focus sur Haïti notamment, mais il n'y a pas qu'Haïti qui est indépendant. Il faut que les gens arrêtent avec ça. Je répète aujourd'hui, il n'y a pas qu'Haïti qui est indépendant dans la Caraïbe à côté de chez nous. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Il y en a 14 États indépendants. Mais non, mais ça mérite. Bref, il y en a 14. Des États souverains comme Aruba, Cuba, Haïti, justement, République dominicaine et la Barbade récemment, qui est devenue donc un État souverain. Ensuite, les États qui sont dépendants du Commonwealth toujours. Donc, on a Bahamas, Dominique, Grenade, Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Kitts et Nevis, Trinidad. Donc, ce sont des îles, comme je vous dis encore une fois, que vous fréquentez pas mal. Eh bien, sachez que ce sont des îles indépendantes. Pas que pour les bordés. Voilà, pas que pour les bordés. Donc, il faudrait que vous ayez un autre regard dessus. Tout à fait. Donc, certains comme Haïti ont préféré prendre leur indépendance depuis très tôt, donc pour Haïti depuis 1804, et d'autres comme Trinidad, comme la Jamaïque, tout ça, ont pris pour un peu plus de temps, donc plus vers les années 60. Et justement, les autres îles ont préféré prendre une marche plutôt paisible vers l'indépendance en optant pour la négociation au lieu de la révolution. Donc ça aussi, il faut arrêter de penser qu'une indépendance se rend à travers une révolution. Ce n'est pas obligatoire. Ça se négocie, ça prend du temps. Donc, justement, la Caraïbe a cette diversité de statuts qui est remarquable, avec des États souverains sous d'anciennes colonies britanniques, toujours actuellement, aux territoires comme nous, qui sont plutôt sous emprise européenne. Souvent, on associe à l'indépendance, comme je l'ai dit tout à l'heure, la misère, la dépendance au marché extérieur et l'économie uniquement agricole. C'est faux. Aujourd'hui, les choses s'améliorent de manière certes illégale, mais certains pays se débrouillent plutôt bien. Comment ils font, justement, avec plusieurs astuces qu'ils ont dans leur manche. Par exemple, en Jamaïque, notamment, où on mise sur les ressources naturelles telles que le bauxite. Le bauxite, c'est un minerai qu'ils exploitent là-bas et justement, ils misent dessus pour pouvoir évoluer et faire rentrer des sous, etc. et créer des marchés en rapport avec ça. Trinidad, qui mise également son pétrole. La Barbade, qui mise sur le tourisme, beaucoup sur le tourisme. République dominicaine et les îles Caïmans, par exemple, qui interviennent là plutôt en tant que zone franche et paradis fiscaux. Donc, ils sont des oasis pour des affaires. Ce qui montre bien que finalement, la Caraïbe a ce spectacle de variété politique et économique où chaque État indépendant est une véritable étoile à part entière. On peut être l'une de ces étoiles avec ce qu'on a ici. On pourrait l'être. Cette situation est en plus en constante évolution dans la Caraïbe. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, sachez que demain, là, ça va encore évoluer. Elle n'est pas du tout fichée. La question du statut, justement, va rester un thème récurrent dans nos territoires, dépendant
des métropoles extérieures. Et moi, j'invite justement la société guadeloupéenne à avoir un autre regard sur ce qui se passe à côté, puisque peut-être que cette inspiration-là, qui est beaucoup plus proche de ce qu'on vit, parce que quand on y va, nous, dans la Caraïbe, on se sent comme chez nous. Surtout en période de carnaval, par exemple. J'aime bien, donc, on se sent connecté. Et bien, qu'on ait aussi cette connexion avec leur évolution statutaire, cette connexion avec leur vision différente et qu'on puisse, nous, derrière, pouvoir justement s'en inspirer et amener à quelque chose de nouveau. Donc, c'est tout ce que j'espère et on continuera à en parler sur nos réseaux si vous le souhaitez, sur mes réseaux notamment, Instagram, La Blablateuse, avec plaisir. Très, 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 très belle rubrique. Moi, ce soir, j'applaudis parce que j'ai beaucoup aimé, parce qu'en cas où joignent, vous, là, au cas dit, qu'elle nous prend trop souvent exemple à Haïti et en plus de ça, toujours de manière négative. Toujours de manière négative. Alors, merci pour ce tour d'horizon, tout près de chez nous, pas même tout près de chez nous, à Kazan nous-mêmes, parce que nous considérons nous comme caribéens. Et bien, voilà, il faut se considérer comme caribéens aussi, avec ce type d'exemple. Oui, Fanny, qu'as-tu... Mais l'exemple d'Haïti est très souvent pris parce que c'était aussi une ancienne colonie française. Et en fait, la France a encore... beaucoup de rancœur envers Haïti puisque c'était une défaite en fait. Haïti c'était la bataille de Vertières et donc en fait ils ont perdu, ils ont arraché leur indépendance. Ils ont défaite pour eux. Oui, pour la France bien sûr. Et pour revenir sur ta chronique, je pense entre parenthèses ils utilisent Haïti, tu disais ça, mais moi j'ai l'impression que maintenant Haïti est utilisé comme un instrument de peur. Oui. C'est normal, ils ont Kébéyon. Ils ont juste inversé, c'est-à-dire qu'au début c'était le signe de la révolte. Et maintenant ils en ont fait le signe de la défaite. Et de la peur. Voilà. Pour revenir sur les potentialités, en fait, ce qu'on peut développer en tant que territoire, je pense qu'on peut aussi s'orienter vers des dispositifs qui sont... Oh, attends, après moi c'est vraiment mon cheval de bataille, mais moins impactant sur notre environnement. Par exemple, le tourisme de masse, c'est très impactant sur la condition sociale d'un pays, en fait. Puisque quand on développe le tourisme, on développe des infrastructures pour les touristes, en fait. On développe les ports, on développe les trottoirs. Mais moi, je me rappelle toujours de cette anecdote de quelqu'un qui m'expliquait que, en fait, son maire lui a dit qu'il va développer les trottoirs pour les touristes et pas pour... la population locale, en fait. Oui, on va accueillir des touristes, on va refaire les trottoirs. Ben non, il fallait les refaire avant cette volonté d'accueillir les touristes, en fait. Donc, le tourisme de masse, l'orientation vers le tourisme de masse, c'est aussi un choix qui va défavoriser la population locale. Ça, c'est... Mais tu vends ton pays quand tu fais ça. Moi, je me suis toujours opposé à ça, à cette politique-là que la région ils avait depuis le temps de Lurel, toutes ces compagnies, en mettant en avant... Et que la Guadeloupe, c'est le tourisme à tout va. Et c'était Mme Borel, tout ça, qui supporte, qui était autour du tourisme. Et pour moi, dans cette façon de faire, c'était vendre le pays. Parce que tout le monde... Un exemple qui est simple, qui est bête. Au cas d'un côté, on achète un morceau et un sandwich. Là, on vient nous demander de mettre 6 mois citron à Dambao. On commande des bitins qui locaux. Si on a joué fait quoi, pas d'avoir, il y a fait manger pour touristes. Il n'y a pas fait manger pour Guadeloupéens, il y a fait manger pour les gens qui sortent d'autre côté. Et à ce moment-là, ça, on est obligé de poser la question. Parce que il y a des gens qui disent que si pas des touristes, ils ne peuvent pas vivre. Mais tous les gens viennent là, tous les Guadeloupéens, c'est des touristes aussi. Et à un moment donné, il faut comprendre que si on développe le tourisme pour les étrangers, il ne faut pas s'étonner que le pays devienne aveugle. Il y a une sociologue barbadienne qui expliquait que, en fait, à la Barbade et dans d'autres pays de la Caraïbe, en fait, on assiste même à une nouvelle forme de colonialisme. Clairement. Parce qu'en fait, on a un pays qui se développe pour un public autre que la population Parce que clairement, locale. on prenait l'exemple des pays de la Caraïbe, ils ont bâti, ça fait des années, leur économie sur le tourisme. Mais pensons aux bords de mer. En fait, les bords de mer, par exemple, il y a certains pays, comme la Jamaïque, qui n'ont pas de bord de mer à eux, public. En fait, la plupart des bords de mer sont privés. Et quand on pense à ça et qu'on se dit, imaginez que là, pour aller à la plage de Sainte-Anne, on soit obligé de payer, en fait, c'est une aberration. En tout cas, pour moi, c'est une aberration. Et donc, en fait, c'est aussi... déjà, il y a tout un enjeu de se réapproprier les bords de mer, mais
pour moi, le tourisme, en tout cas le tourisme de masse tel qu'il est perçu par les autres pays de la Caraïbe, c'est peut-être pas le premier levier à actionner. Par contre... Alors, pas le premier, donc quel serait donc ces leviers actionnés? Et juste, reste là, hein, puisque nous avons... tu n'iras nulle part, rassure-moi. on a des commentaires hein, sur le live. Voilà, qui nous dit, en conscience hein, surtout, qui revient, qui nous dit, dans une Guadeloupe autonome, TVA et droits de douane deviendront des recettes de notre pouvoir exécutif. Dans une Guadeloupe autonome, la fixation annuelle des prix sera faite par notre pouvoir exécutif. Est-ce que ce sont des leviers, selon toi, qui pourraient être actionnés? Alors, on a déjà un levier. On a déjà un levier qui est aujourd'hui très critiqué. C'est l'octroi de mer. Pourquoi il est critiqué? Alors, déjà, il est mal compris, hein, j'ai l'impression. Il est mal compris, mais je pense qu'il faut déjà revenir au fonctionnement du prix. Quand on achète un objet, on a la TVA qui est réduite en Guadeloupe et l'octroi de mer qui, au final, on a à peu près le même pourcentage qu'en France. À peu près. La différence qui est appliquée au prix, c'est les marges. Les marges liées au coût du transport et les marges liées à certains coûts dont on n'est pas tellement tous... on ne peut pas tous les maîtriser, ces coûts-là. Il y a clairement une asymétrie d'information. Et donc, en fait, cet octroi de mer, c'est une taxe à la consommation, certes, mais elle est directement versée aux collectivités, à la région et aux communes. Et en fait... À quoi sert-elle? La région, département et aux communes. Et en fait, j'ai questionné une avocate, je pense qu'elle ne voudra pas trop être citée, mais en tout cas, je lui ai demandé, l'octroi de mer, en fait, ça représente 40% du budget des collectivités, c'est quand même énorme. Pourquoi on a besoin de 40% en plus? Et elle me dit, en fait, l'octroi de mer finance une partie de la vie chère par le biais des 40% dans la paye des fonctionnaires. Et en fait, on a besoin de cet octroi de mer. Sinon, en fait, les fonctionnaires ne peuvent pas... Les fonctionnaires ne pourront pas bénéficier de ces 40% qui sont des 40% en pansement à la vie chère, en fait. Mais c'est arbitraire. Mais c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux et c'est pas totalement... Ce serait pour les fonctionnaires? C'est pas exactement... Ça veut dire que c'est nous, tout ça qui va fonctionner, qui a cotisé... Parce qu'on peut payer encore 2 millions là. En fait, c'est pas totalement versé directement à eux. Mais en tout cas, ça n'est pas totalement versé. Mais en tout cas, ça permet aux collectivités, ça permettrait aux collectivités de pouvoir, entre autres, de pouvoir payer cette charge qui est en plus, en fait, dans leur... en fait, ils le payent en plus que les autres collectivités, comparé aux autres collectivités en France. Et en fait, cet octroi de mer permet aussi de développer les collectivités d'une manière générale, en fait. Et l'octroi de mer, on doit le voir comme notre levier principal d'autonomie financière. C'est et le seul d'ailleurs, c'est la seule taxe qui arrive en Guadeloupe et qui reste en Guadeloupe. Après, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas la réformer. Il y a des critiques et elles sont légitimes. Par exemple, on peut questionner le fait que l'octroi de mer, à la base, il a été créé pour protéger les productions locales. Et aujourd'hui... Et on peut se questionner sur, sa vocation première, en fait. Est-ce qu'elle y est arrivée? Mais... On peut questionner, bon. Et jusqu'à aujourd'hui... non, mais faut tu vois, nous avons ça. Je suis là, lui-même. Mais là, on voit où en primaire, en marchand légumes, pour trouver un produit local qui a sorti Guadeloupe, faut lever grand bonnet. Alors, ce moment et là, quand on va produit local, il est cher. Il est très cher. Alors, ce moment à quel moment est-ce que l'octroi de mer, les élus, a protégé la production locale? Dimitri qui nous dit, Dimitri Gobardon nous dit, l'affaire de taxes pour protéger le marché intérieur, c'était une blague alors? Quant à cette histoire de production agricole, il ne faut pas oublier aussi que, étant aussi sous le régime français, les agriculteurs, dernièrement, j'avais vu justement un débat par rapport à ça. Beaucoup expliquaient qu'en termes de production, on les forçait à beaucoup faire la monoculture, à faire des choses, on leur impose des choses. Ils ne sont pas tout à fait libres de choisir ce qu'ils veulent planter.
Oui, parce qu'en fait, Encore ils aujourd'hui. dépendent aussi beaucoup de subventions. Voilà. Et en fait, les Pour les subventions, obtenir, pour les voilà, obtenir, on va leur dire, ben il faut oui. avoir ça, tant Les subventions d'hectares de sont ça. orientées. Mais ça revient un peu à ce que En Conscience nous dit. En Conscience, merci en pile pour ces messages-là que vous voyez là, qui est très concis, mais en même temps qui est très percutant. Ne pas vouloir. Alors, il nous dit, dans une Guadeloupe autonome, nos jeunes auront la priorité à l'embauche. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis ça. Il nous dit aussi, dans une Guadeloupe autonome, obligation pour les cantines, les hôpitaux, de s'approvisionner auprès de nos agriculteurs et de faire fonctionner l'économie circulaire. Alors ça, ce sont des mesures qui sont aujourd'hui autonomes dans sa manière de fonctionner, qui sont aujourd'hui possibles en fait. Théoriquement possibles. C'est ça. En fait, il faut enfin, théoriquement, bon. Parfois, je me demande, est-ce qu'on attend un changement de statut, une évolution statutaire voilà, en fait, pour avoir c'est pour ça que je parle vraiment de ces deux. J'ai pas cette question-là, ça. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on n'est pas trop peureux? Parce que comment tu veux... Non, mais je suis gentil toujours. Oui, comment tu veux qu'une population... Enfin, pas une population. Comment veux-tu qu'ils j'en veux, qui ont Timoun, qui toujours qu'à crier, qui a pas casaille, il y a dépendant ça. Il a dit comme ça, moi je suis grande. On a fait ça en vie. On a fait ça en vie. Il y a chaque fois un problème. Faut écrire papa et maman. Voiture, c'est papa et maman qui mettent sans ça dedans. C'est eux qui l'ont ou crivé, c'est eux qui là. Et c'est eux qui a dit qu'à pour manger, qu'à pour mettre en assiette. Bon, vous comprenez? Alors moi à un moment là ça, j'ai envie de poser la question, est-ce que l'indépendance c'est juste à dans rien qui bombitait et vers l'arrestant qui a fait être véritablement indépendant, est-ce qu'on mettait à côté? Et qui gens ont peuple qui a vécu en sortie d'écrit là, peut aspirer à une indépendance. Parce que si tu n'es pas indépendant toi-même, si par toi-même tu attends toujours que c'est l'autre qui fasse pour toi, vous comprenez? Et ça passe depuis à casa nous, quand nous, vous voyez, à capacité de mettre. Ça, on a dit là, ça c'est très important parce que pour une vision, pour une communauté, pour un pays, faut vous-même chacun porter vision là, ça, en disant en général, foyer. C'est le nom là. Là, nous sortis de travail, nous la travail, nous rentrons nous ciser là. Nous avons fait affaires nous, mais nous ciser là, nous habitons. Faut nous sortir de travail, car la travail, j'ai occupé de cette timon là, et il faut étudier manger là parce qu'on va dire mais qui j'en pas faire rien pour manger là. Mais qui j'en si ou toujours assister d'aimer ou peut porter qui contribution que porter si demain il faut sortir là caopédie c'est même gens les si en place publique ou si c'est en banc moun ne peut pas faire sortir si bon là si on occupé bon là c'est que ou pas si en place à non plus tu vois et puis j'aurais voulu savoir quelque chose quand tu parles de l'octroi de mer c'est valable seulement pour la Guadeloupe ou bien pour la Guyane et la Martinique aussi quoi et cette taxe-là? Ouais. Enfin, il y a l'octroi de mer là-bas, mais est-ce que les recettes, est-ce que c'est dans le même sens? Est-ce que ça va dans... En fait, oui, c'est le même fonctionnement. Donc, en fait, il y a une réforme il y a une réforme de l'octroi de mer qui est prévue. Et en fait, en ce moment, on en parle de l'octroi de mer parce que justement, il y a une possibilité de le supprimer. En fait, on doit l'avait pas supprimé. C'est une taxe moi, je suis pas. C'est pas une taxe coloniale, mais c'est une taxe des colonies. En fait, c'est une taxe qui est appliquée aux produits et qui reste en Guadeloupe, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas comme la TVA, elle ne repasse Guyane, pas. Martinique, peut-être la Réunion, mais que les territoires au Pas-de-Calais, ça n'existe pas. Non. Mais c'est une taxe très âgée. C'est pour ça aussi, en fait. Mais si ça n'existe pas là-bas, c'est qu'ils ont des aides qui leur permettent de ne pas avoir besoin de faire ça. Donc ça veut dire que nous, cet argent-là, sont là-bas alors. Ou bien on l'a, mais il y a quand même l'octroi de mer. Bon, je pose des questions. Moi, je suis assez d'accord avec toi, en fait. Je connais ces questions-là, ça, c'est des balles perdues. Non, mais en fait, pour moi, ce sont des thématiques très complexes. Et en fait, elles sont d'autant plus complexes qu'en fait, on n'explique pas assez ce que représente l'octroi de mer à notre niveau. Parce que l'octroi de mer a un réel impact sur les recettes des collectivités. Après, on ne voit pas concrètement. Après, ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas le réformer, parce que son but principal n'est pas atteint. Donc, on doit peut-être... En tout cas, il s'en est écarté. Voilà, il s'en est écarté. Aujourd'hui, l'octroi de mer protège les productions de monoculture comme on en a discuté. Et en fait, pas assez, elle ne protège pas assez les coiffeurs, les
les personnes qui veulent lancer leur business, les personnes qui ont envie de vendre un produit unique ou bien qui ont envie d'utiliser un produit importé pour le transformer en Guadeloupe et ensuite le revendre. En fait, c'est des personnes qui ne sont pas protégées par l'octroi de mer. Ben, on constate nous dire, dans une Guadeloupe autonome, les fonctionnaires des collectivités seront payés par les impôts locaux et l'octroi de mer. Pourquoi pas? Mais j'arrive pas à me projeter aussi loin, mais en tout cas, on peut changer des choses aujourd'hui. Et on peut passer par... Après, moi, j'ai des considérations écologistes également. Enfin, l'économie circulaire, en fait, notre impact le plus fort, c'est l'avion et le transport de manière générale. Alors, en Guadeloupe, si on se dit qu'on consomme guadeloupéen, en fait, on réduit mais considérablement notre impact carbone. En fait, ce sont des produits qui n'ont pas transité par la mer. On n'a pas eu à utiliser d'essence, à brûler de l'essence qui a pollué. En fait, on se dit que c'est des produits qui sont neutres, enfin, relativement neutres en carbone. Et donc, en fait, il y a aussi une considération écologique à avoir. Et moi, j'aime bien l'idée de dire qu'une évolution pour se détacher de la gouvernance française, c'est aussi l'idée de se dire on se rapproche vers un fonctionnement beaucoup plus proche de l'environnement. Beaucoup plus sain aussi, même pour l'humain aussi. Donc là, c'est une métamorphose sociétale qu'il va falloir avoir. Parce que là, on sait très bien à l'heure d'aujourd'hui qui sont les personnes préoccupées par l'environnement en Guadeloupe. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Toutes les personnes qui ne viennent pas de la Guadeloupe, quasiment. Il y en a peu. Il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur et qui se préoccupent beaucoup plus de ce qui est au niveau environnement. Après peut-être qu'ils n'utilisent pas les mots, mais quand en Guadeloupe, on réutilise l'eau de pluie, ou quand on a des attitudes où on cultive nos jardins. Maintenant, en fait... parce que le Covid est passé par là. Non, mais je trouve qu'on a déjà des attitudes. Le Covid est passé par là. Moi, non, mais en termes de recherche, de choses comme ça, il faut dire les choses. Non, les gens qui pensent, les gens qui ont cette vision globale, les gens qui s'impliquent dans ça, ne sont pas principalement des Guadeloupéens. Mais peut-être aussi parce qu'ils s'impliquent avec des termes et des mots et des... Mais parce qu'on a une attitude, beaucoup de familles ont des attitudes finalement qui sont tournées vers l'environnement de gré ou de force. Quand on réutilise l'eau de pluie, valorisé ou ça n'a pas d'impact. On n'a pas d'impact. Oui, voilà. De poids, j'ai envie de dire. C'est pas valorisé. Nous avons fait des bités, mais nous avons pensé que Et de gré ou de force. Parce que quand on réutilise l'eau de pluie, en fait, c'est parce qu'on n'a pas d'eau. Donc quand on cultive proche de chez nous ou quand on fait du troc, c'est souvent parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et en fait, c'est aussi l'idée de se dire, en fait, ça, c'est des choses qui sont valorisables et qui sont bien, en fait, qui sont déjà bien et qu'on n'aura pas à changer, en fait. Oui, donc c'est un changement, comme je dis, de mentalité. Il faut changer la mentalité, donner une valorisation et mettre mettre en regard avant, sur toutes ces choses-là, et même sur notre culture. Parce que même à ce niveau-là, notre culture, honnêtement, elle n'est pas assez valorisée. Et même au travers, ne serait-ce que de la Caraïbe. De la Caraïbe, il y a qu'à voir comment notre carnaval est mis en avant. Alors qu'on a l'un des plus beaux carnavals de la Caraïbe, si on ne peut pas dire, le plus riche. C'est incroyable ce qu'on a comme diversité. Pourtant... il n'y en a pas beaucoup qui viennent le voir, ne serait-ce que ça, où il n'y a pas d'économie autour de ça. Donc on a beaucoup de travail en fait à faire sur nous-mêmes avant tout. En fait. Et par exemple, l'utilisation de couilles, en fait. Aussi. On a la possibilité d'utiliser des matériaux qui sont durables, qui viennent de la nature, et en fait, qui qui n'ont aucun impact sur la nature. C'est-à-dire que si on laisse son cou, on l'oublie, en fait, on se dit « Ah, mais j'ai pas pollué. » Alors que mais c'est pas aussi joli que ce qui vient d'ailleurs. Il y a ça aussi. Et je pense que ce serait dans un deuxième volet qu'il faut parler de ça. Parce qu'il y a une différence entre vouloir... C'est-à-dire que est-ce que tout ce qui vient d'ailleurs est finalement n'est pas plus apprécié voilà. Après, il y a aussi les signes extérieurs de richesse. Tout à fait. Et en fait, par exemple, aujourd'hui, comme signe extérieur de richesse, il y a la grosse voiture polluante. Qui ne vient pas de... Mais justement, en parlant de toutes ces choses-là, laissez-moi vous dire que faut que moi je puisse m'exprimer. Donc là, on va arrêter. Et c'est parti. Le truc a commencé. Nous pas miser jingle, nous pas miser une caméra. Caméra, moi. Mais faut dire, caméra, tout le monde savent. Yo savent que nous arrivons. Alors, j'ai choisi
Camopati. Tu vas voir, je savais que tu allais faire ça, c'est pour ça que je t'ai laissé un clin d'œil, tu vas voir. Ah bon? J'ai choisi de m'exprimer dans la langue de Molière pour mieux pénétrer ses travers dans une sous-société déséquilibrée et élevée au biberon des sous à satiété. Départements soi-disant français, les colonies sont rattrapées par leur réalité et une partie de leur jeunesse qui, bouleversée, s'éveille et entame des cursus pour s'émanciper, refusant les propos salissants de ministres ou pas froid aux yeux face à un parti et son représentant sinistre. Le bard est là, en territoire conquis, fort des derniers résultats présidentiels acquis, des voix obtenues plus par un dégoût d'un pouvoir en place qui de son genou nous écrase le cou. Mais nous ne sommes pas perdus. Merci à Barbara Olivier Zandronis de le faire savoir. Il n'y a qu'à entendre et comprendre Fanny. Les pièges tendus sur elle n'ont point d'ancrage, plus passionnée par son peuple que les commérages. Le discours est fluide et les mots coulent de source. Refuser cette sous-société pour être soi pleinement, car l'accepter, c'est continuer à être des colonies, se former aux urnes pour niquer les urnes, puisque s'y souscrire depuis le temps nous a plus desservi sans nous rapprocher de l'autonomie. Lorsque je constate l'ingénierie des élites à nous dégoûter de leur précarité politique, nous reléguant juste comme un troupeau du bétail nourri à la démocratie servant à nourrir leur côté démago, je me dis que nous devons y aller pour mieux se défaire de ces va-t-en-guerre. Pareillement que ces 14 de la Caraïbe qui vivent bien leur indépendance, mettant en avant leur spécificité plus que leur carence. La blablateuse est en cadence et son éloquence rime avec son indépendance. Le chat bouge avec Gobardan en conscience. Petit clin d'œil aux réseaux qui font bouger les lignes parce que si, pour certains, nous sommes des sous-hommes, nous continuons à demeurer ces êtres divins endormis, mais prompts au réveil en sursaut. En parlant de réveil, Vie a failli oublier ma chronique. Alors je l'ai écrite sous pression de turbine, bien raide, dure et bandit. Bisous. J'ai oublié. Konika. Est-ce que tu es fier de toi ce soir? Fier de moi, je suis plutôt fier de notre invité. Fier de... Est-ce que tu peux nous dire ton âge, Fanny? Parce que nous pas dit l'âge, on pas t'avait dit pour ces... Faut dire. À la fin, comme ça, je pense que les gens se posent la question. Donc, je suis née en 2000, on est en 2023, donc j'ai 23 ans. On a vite fait le tour. Ah ben, tu vois pourquoi je suis heureux? Je suis heureux parce que... Toi, il fallait quand même le dire. Il faut le futur. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir une nouvelle génération. Des combats et des propos et des réflexions qui ont eu lieu avant moi. Donc, en fait, ma réflexion aujourd'hui, c'est le résultat de toutes ces choses qui ont été faites avant. Tu sais, quand je ne se souvient pas, mais tu représentes la mienne. Tu sais, quand j'ai à 23 ans, combien là? On parle pas de politique. On parle des soirées là. Donc, est-ce que tu peux nous laisser te féliciter tranquillement? Ok? Alors, vous pouvez suivre Fanny sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Mets son flyer, s'il te plaît, Jordan. Fanny, c'est un monde qui capotait en lot gomme. C'est ça. Encore une fois, on ne peut pas tout dire, mais suivez-la sur les réseaux sociaux parce qu'il capoter la voix tout bonnement. Fanny, présente ton projet très rapidement, s'il te plaît. Rendez-vous samedi, ici, sur Canal 10. On sera en direct de la NASA à Sainte-Anne. Et en fait, on vous donne rendez-vous pour parler des politiques jeunesse. Voilà, de tout ce qui est politique jeunesse, de tout ce qui est en lien avec les politiques ciblées vers la jeunesse et pas la jeunesse, les jeunesses en fait. Puisque, comme je l'ai dit en début d'émission, il y a des jeunesses. Et en fait... On veut cibler, on veut faire croire que la jeunesse, c'est que la jeunesse qui part en France et qui ne revient pas, ou que certaines jeunesses. Parle plus fort, dis-le ça. Alors qu'il y en a énormément, et en fait, on va parler de ça samedi. Très bien. Rendez-vous samedi et vous suivez Fanny sur les réseaux sociaux. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro entre nous. Bonsoir.